Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler comment est-ce que le potentiel d'action est différent dans un neurone myélinisé qu'un neurone démyélinisé. C'est-à-dire des explications que je vous avais données dans les dernières vidéos à propos du potentiel d'action. C'est à un endroit spécifique d'une membrane. Que ce soit un axone myélinisé ou une démyélinisé, il y a une petite différence. La petite différence, c'est que dans un axone qui est démyélinisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de gaine de myéline, on n'a pas les cellules de Schwann qui touchent la membrane. Et donc, on peut avoir un potentiel d'action qui va se faire à toutes les différentes régions de ton neurone, un après l'autre, ou de la membrane de ton axone, une après l'autre. Tandis qu'avec un neurone myélinisé qui a une gaine de myéline, il va y avoir des cellules de Schwann qui, eux, vont se retrouver à recouvrir la membrane externe de ton axone et faire en sorte que les protéines de transport peuvent seulement se trouver à des endroits très spécifiques qu'on appelle des nœuds de Ranvier, qui sont des espaces entre les cellules de Schwann qui forment la gaine de myéline. C'est-à-dire, si on regarde un petit peu une représentation schématisée d'une gaine de myéline autour d'un axone myélinisé, donc ça, c'est un axone myélinisé d'un neurone qui a une gaine de myéline, on peut voir que l'axone est recouvert de ces cellules-là qu'on appelle les cellules de Schwann. Et on peut voir qu'en les recouvrant, elles font que la membrane est physiquement recouverte par des cellules. Ce qui veut dire que dans cette région-là, tu ne peux pas avoir des canaux à sodium et potassium tensiodépendants. Tu ne peux pas avoir des pompes sodium-potassium, tu ne peux pas avoir des canaux qui sont sodium-potassium qui sont toujours ouverts, comme ceux qu'on a vus qui maintiennent le potentiel de repos. Ici, la membrane est physiquement recouverte, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de protéines dans cette région-là. Par contre, dans un neurone qui est démyélinisé, l'axone n'a pas de cellules qui bloquent la membrane. C'est-à-dire que si tu imagines que ça, c'est la membrane des deux côtés d'un axone, d'un neurone qui est démyélinisé, tu vas avoir des pompes à sodium tensiodépendants, une après l'autre, et des pompes à potassium tensiodépendants, une après l'autre. Et tu peux avoir un potentiel d'action qui va être généré dans une région, qui va faire diffuser les sodiums dans une autre région, qui peut déclencher un potentiel d'action dans une autre région, qui va faire que les sodiums vont rentrer ici et diffuser dans cette région, et faire en sorte que les sodiums peuvent rentrer et déclencher un potentiel d'action, et faire que le message nerveux, dans le fond, il va être transmis par une séquence de potentiels d'action qui vont se faire une après l'autre dans des régions adjacentes de ton neurone démyélinisé. Par contre, dans un neurone myélinisé, ces potentiels d'action-là peuvent seulement se produire dans ces régions-là qui ne possèdent pas de cellules de Schwann qui bloquent la membrane, qu'on appelle des nœuds de Ranvier. Parce que eux, comme vous pouvez voir dans l'image, il n'y a pas de blocage de la membrane. C'est là où on peut retrouver nos canaux. Maintenant, ici, on a juste représenté les canaux sodium tensiodépendants et potassium, juste des canaux sodium tensiodépendants parce que c'est eux qui déclenchent le potentiel d'action. Rappelez-vous que le déclenchement du potentiel d'action vient de l'ouverture des canaux à sodium à moins 50 millivolts, qui est ton potentiel seuil, et qui est un processus de tout ou rien. C'est-à-dire que c'est lui qui va déclencher le potentiel d'action. Dès qu'il est déclenché, tu vas avoir ta phase de dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation et potentiel de repos. Et rappelez-vous que le potentiel d'action peut juste aller dans une seule direction, parce qu'après qu'un potentiel d'action soit fait dans une région, tu vas avoir une désactivation des canaux à sodium, donc ils sont désactivés, et tu vas avoir une hyperpolarisation qui va faire en sorte que tu ne peux pas revenir. Les sodiums qui diffusent dans l'autre direction n'ont aucune influence sur le potentiel d'action ici, mais seulement dans le prochain qui est au potentiel de repos de moins 70 millivolts et ainsi de suite. Donc ça, c'est la différence anatomique entre les canaux, le positionnement des canaux à sodium et potassium tensiodépendants d'un axone démyélinisé par rapport à un axone myélinisé. C'est aussi dans cette région-là d'un axone myélinisé qu'on va retrouver les canaux sodium et potassium qui sont toujours ouverts, donc qui ne sont pas tensiodépendants, et la pompe sodium-potassium qui permet de rétablir le potentiel de repos. Dans un axone qui est démyélinisé, le potentiel d'action, la transmission du message nerveux se fait beaucoup, beaucoup plus lentement.
C'est-à-dire que dans un axone qui n'a pas de gain de myéline et qui doit passer d'une région adjacente à une autre pour déclencher un potentiel d'action, ça prend plus de temps pour transmettre le message nerveux que quand tu as le potentiel d'action qui se fait à des nœuds de Ranvier uniquement dans un axone myélinisé. C'est-à-dire que la transmission d'un message nerveux ici est plus vite que dans un axone démyélinisé. Puis ça, c'est parce que tu as moins besoin de potentiel d'action qui se déclenche. Ici, tu dois avoir un potentiel qui se déclenche, ensuite un potentiel qui se déclenche, ensuite un potentiel qui se déclenche. Et il faut s'imaginer que cette séquence de potentiel doit se faire tout le long de l'axone et tout le long du neurone. Donc, disons que l'entrée initiale du sodium se fait ici, qui rend l'intérieur plus positif. Tu dois avoir un potentiel d'action qui suit la membrane jusqu'à l'axone, qui est démyélinisé. Ici, c'est myélinisé, mais je vais juste vous montrer dans un cas démyélinisé, pour se rendre à l'autre section de la membrane. Donc, tu as un potentiel d'action qui doit se faire tout au long ici, à toutes les différentes régions de là à là. Par contre, quand tu as un axone qui est myélinisé, oui, ici, tu vas avoir besoin de faire du potentiel d'action tout au long, mais ici, le potentiel d'action va se faire là, 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 et seulement au nœud de Ranvier, jusqu'à temps que ça arrive à l'autre extrémité de ton neurone. Donc, et ça va beaucoup plus vite. La raison pourquoi ça va beaucoup plus vite, autre que le fait que tu n'as pas besoin de faire autant de potentiel d'action, c'est que ça laisse rentrer beaucoup plus de sodium dans tes nœuds de Ranvier. Ces sodiums-là vont rentrer et, comme j'ai dit, ils diffusent dans ton cytoplasme. C'est-à-dire que là, tu vas avoir une grande quantité de sodium qui va rentrer, donc une grande quantité de sodium qui va diffuser. Rappelez-vous qu'ici, il ne va pas y avoir de canaux à sodium qui ne sont pas tensiodépendants pour permettre de faire sortir le sodium. Et il ne va pas y avoir non plus la pompe sodium-potassium dans ces régions-là pour faire sortir 3 sodiums à l'extérieur de ta membrane. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de sodium qui va rester dans cette région-là et diffuser jusqu'à l'autre nœud de Ranvier, où là, en diffusant dans cette région-là, ça va faire en sorte que le potentiel de la membrane va augmenter, donc de moins 70 millivolts. Plus qu'il y a de sodium qui se rend là, ça va se rendre à moins 50. Et dès que ça arrive à moins 50, ça va déclencher un potentiel d'action qui va se faire dans cette région-là. Et donc, tu as vraiment un processus qui est plus efficace, où il y a moins de potentiel d'action nécessaire pour transmettre le message d'une extrémité de l'axone à l'autre, et où la diffusion du sodium se fait plus efficacement et se fait de façon plus concentrée pour plus facilement déclencher un potentiel d'action que dans ce cas-ci. Parce que dans ce scénario-là, il faut se rappeler que tu as ta pompe sodium-potassium qui, elle, permet de faire sortir du sodium et qui est toujours en action. Et tu vas aussi avoir tes canaux à sodium qui, eux, vont aussi faire sortir du sodium selon son gradient de concentration et son gradient électrochimique. Donc, ça va plus vite avec un axone qui est un neurone qui est myélinisé qu'un neurone qui est démyélinisé. On appelle la transmission d'un message nerveux dans un axone qui est myélinisé la conduction saltatoire. Maintenant, saltatoire veut dire sauter. Parce que quand on le représente de façon schématisée, on montre que le potentiel d'action, il saute d'un nœud de Ranvier à un autre. Mais ça, c'est une sursimplification qui est fausse. Le potentiel d'action ne saute pas. Donc, il n'y a pas de saut de potentiel d'action à l'extérieur de ton axone. Tu as, dans le fond, une entrée de sodium à un nœud de Ranvier qui déclenche un potentiel d'action, qui, lui, fait qu'il y a une diffusion massive de sodium entre deux nœuds de Ranvier, donc où il y a une cellule de Schwann qui bloque le chemin. Et cette diffusion de sodium se rend au prochain nœud de Ranvier et déclenche un autre potentiel d'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un saut du potentiel d'action comme c'est représenté dans le schéma. Par contre, on appelle ça la conduction saltatoire. C'est-à-dire que la conduction saltatoire, c'est comment le message nerveux se transmet d'un nœud de Ranvier à un autre. C'est pour ça que aussi que c'est mis entre guillemets, parce que dans le fond, ça ne saute pas réellement. Mais ça permet de faire que le potentiel d'action se déplace plus rapidement parce que ça n'a pas besoin d'être fait de façon continue, donc d'une région, une à côté de l'autre, d'un bout à l'autre de ton axone, dans un axone qui est démyélinisé. Donc, c'est plus rapide dans un axone myélinisé qu'un axone démyélinisé. Ici, je vais mettre un lien à une vidéo qui est aussi très intéressant pour montrer ça. Et ça va aussi parler de l'influence
du diamètre d'un axone sur la transmission du message nerveux. Donc, je vous encourage d'aller le regarder. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au message? Donc, ici, j'ai parlé principalement de la transmission du message dans un axone. Mais ce type, le potentiel d'action, il est généré où un message est reçu dans une synapse postsynaptique ici. Ça va déclencher un potentiel d'action qui continue jusque dans l'axone, jusqu'à temps que ça arrive à la terminaison axonale, où ça se rend à une autre synapse, ce qu'on appelle la synapse présynaptique. Et cette synapse-là transmet le message à un autre neurone qui vient après celui-ci. Parce que la transmission d'un message nerveux de ton système nerveux périphérique à ton système nerveux central et de ton système nerveux central à ton système nerveux périphérique se fait par l'entremise de centaines de milliers de neurones qui sont interconnectés les uns aux autres. C'est-à-dire que si, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe à une synapse, donc une connexion entre deux neurones. Donc la synapse, c'est la voie neuronale la plus simple où tu as une connexion entre deux neurones. Ça met en jeu des milliers. Donc, il y en a qui vont avoir seulement 2 neurones qui vont être connectés, mais il y en a qui peuvent être connectés à des milliers de neurones. Pensez par exemple aux neurones qui sont multipotents qu'on peut retrouver dans le système nerveux central et qui ont besoin de faire des milliers de connexions pour être capables de prendre une décision par rapport à un stimuli qui est perçu. Donc, intégrer le stimuli et aussi prendre une décision. La synapse, c'est la jonction entre les deux neurones, c'est-à-dire que c'est le point de connexion entre ces deux neurones. Et tu vas avoir une synapse présynaptique qui appartient à un neurone et une synapse postsynaptique qui appartient à un autre neurone. Ça peut être aussi la jonction entre un neurone et un muscle ou une glande. On va voir les connexions avec les muscles et les glandes un petit peu plus tard quand on va parler du système nerveux périphérique autonome, sympathique et parasympathique. Les neurones vont pas être directement connectés. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un potentiel d'action qui est directement envoyé d'un neurone à un autre. Les deux vont avoir un espace entre eux qui va être un espace qui va avoir du liquide extracellulaire et qui va faire en sorte que le potentiel d'action ne peut pas être directement transmis comme c'est transmis dans un axone. Il faut qu'il y ait une façon de transmettre le message nerveux, mais qui n'implique pas un potentiel d'action dans cette situation-là. Donc, pour pouvoir transmettre le message nerveux, la synapse va relâcher ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs sont des messagers chimiques, c'est des molécules qui, elles, vont agir comme une méthode de transmission d'un signal. Ces messagers chimiques ou ces neurotransmetteurs sont des molécules qui ont des propriétés physiques particulières parce qu'ils ont des groupes fonctionnels particuliers. Ils vont se lier à des récepteurs qui sont des protéines qui vont avoir des sites de reconnaissance spécifiques à ces neurotransmetteurs parce que ces sites de reconnaissance dans la protéine vont avoir des acides aminés particuliers qui ont des propriétés aussi physiques particulières qui peuvent reconnaître les groupements fonctionnels du neurotransmetteur. Et dès que le neurotransmetteur se lie à la partie du récepteur qui lui est spécifique, ça va changer la forme tridimensionnelle du récepteur et, dans le fond, transmettre le message et activer la transmission du message dans cette situation-là. La transmission du message nerveux se fait en plusieurs étapes. La première étape, ça va être une étape où le potentiel d'action va se rendre jusqu'au bouton synaptique. Donc, il a traversé l'axone et est rendu dans la terminaison axonale, où là, il va se rendre à un bouton synaptique ou une synapse. Et le potentiel d'action qui se rend là va déclencher l'ouverture de canaux à calcium qui, eux, vont faire que des vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs vont être mobilisés jusqu'à la membrane. Et ces vésicules vont faire ce qu'on appelle de l'exocytose et qu'on a vu à l'unité 1. Ça va être des vésicules qui sont faites d'une bicouche lipidique et qui vont contenir des neurotransmetteurs à l'intérieur. Ces neurotransmetteurs vont donc être relâchés par exocytose dans la fente synaptique et vont diffuser dans la fente synaptique jusqu'à temps que ces neurotransmetteurs se lient à un récepteur membranaire, donc une protéine spécifique, qui va déclencher l'ouverture des canaux ioniques, qui ici sont des canaux ioniques ligand-dépendants. Donc ici, c'est des canaux ioniques
spécifiques qu'on appelle canaux ioniques ligand dépendants. Donc, ligand veut dire que ça dépend d'une molécule. Un ligand, c'est une molécule. C'est-à-dire que c'est un canal ionique qui va seulement s'ouvrir si le ligand, qui est le neurotransmetteur, se lie à ce récepteur-là. Et donc, quand le neurotransmetteur n'est pas lié, le canal est fermé. Mais si le neurotransmetteur est lié, le canal est ouvert. Et c'est cette liaison avec le canal entre le neurotransmetteur et le canal qui ouvre le canal. Et dépendant de quel type de canal que c'est, si c'est sodium ou potassium, ça va soit déclencher un potentiel d'action ou inhiber un potentiel d'action. Ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, si on regarde ce que je veux dire, ici, tu vas avoir une synapse. Tu as le bouton présynaptique, tu as le bouton postsynaptique. Donc, la synapse présynaptique et la synapse postsynaptique. Présynaptique, ça veut dire que le message nerveux a été transporté dans ce neurone qui a ce bouton synaptique. C'est-à-dire qu'ici, il y a eu une séquence de potentiels d'action qui se sont propagés jusqu'à temps que tu arrives ici. Donc, ça, c'est le potentiel d'action qui est transmis ici, selon la méthode qu'on a vue ou selon ce qu'on a vu précédemment. Mais quand ça arrive au bouton synaptique, dès qu'il y a une entrée massive par diffusion de sodium dans cette région-là, causée par un potentiel d'action qui se fait ici, cette entrée massive de sodium va dépolariser la membrane. C'est-à-dire qu'ici, l'intérieur de la membrane va devenir plus positif. Et en dépolarisant la membrane, ça va ouvrir ce qu'on appelle des canaux à calcium. C'est-à-dire qu'ici, dans cette région-là, tu vas avoir des canaux à calcium. Il y a plus de calcium à l'extérieur de la cellule. Donc, ces canaux sont fermés jusqu'à temps que le potentiel de la membrane change et devient plus positif à l'intérieur. Donc, c'est des canaux tensiodépendants qui, lorsque le potentiel de la membrane atteint une certaine valeur qui démontre une dépolarisation, tu vas avoir ce calcium-là qui va rentrer en très grande quantité à l'intérieur de la cellule. Le calcium va permettre la mobilisation des vésicules avec les neurotransmetteurs et va faire que les vésicules vont vouloir se déplacer jusqu'à la fente synaptique. Et ces vésicules étant faites de bicouches lipidiques dans lesquelles il y a des molécules, ça va faire de l'exocytose. Les neurotransmetteurs vont donc sortir de ta synapse présynaptique et vont être dans ta fente synaptique, aussi appelée la clef synaptique. Ces neurotransmetteurs vont se lier à des protéines, à des récepteurs qui sont dans la fente postsynaptique. Donc, ces récepteurs-là appartiennent à ce neurone-là et vont se retrouver à cet endroit-ci. Et ils sont normalement fermés. Ils sont ligand dépendants. Ici, c'est un exemple d'une protéine qui est un canal à sodium, ligand dépendant. Qui, lorsque le neurotransmetteur se lie au récepteur, ça ouvre le canal qui permet une entrée massive de sodium à l'intérieur de ton neurone. Donc ici, imaginez qu'il y a une entrée massive de sodium qui se fait. Et comme on a vu, quand il y a une entrée massive de sodium qui se fait à l'intérieur d'un neurone, le potentiel de la membrane va passer de moins 70 millivolts à moins 50 millivolts. Et dès que ça arrive, tu vas avoir ici sur ton neurone ou la membrane de ta synapse postsynaptique, tu vas avoir le déclenchement d'un potentiel d'action qui va se faire et qui va transmettre le message jusqu'à l'autre extrémité de ton neurone et ainsi de suite. Maintenant, les canaux à sodium, ligand dépendants, permettent l'entrée du sodium parce qu'on se rappelle que le gradient de concentration de sodium, c'est plus concentré en sodium à l'extérieur qu'à l'intérieur de ton neurone. Donc, dès qu'ils sont verts, ça va diffuser selon son gradient de concentration et aussi son gradient électrochimique. Ça, c'est un exemple d'un neurotransmetteur, parce que le neurotransmetteur qui s'est lié a permis l'entrée du sodium.
Ça va être un neurotransmetteur excitateur. Pourquoi? Parce qu'il va déclencher un potentiel d'action. L'entrée du sodium permet de déclencher un potentiel d'action. Donc ça, c'est un neurotransmetteur excitateur. Par contre, si j'avais un autre neurotransmetteur qui était un canal à potassium, donc imaginez que j'avais un canal à potassium ici, si mon neurotransmetteur se lie au canal à potassium, donc peut-être, s'il se lie à un canal à potassium, rappelez-vous que la concentration de potassium est inverse à celle de sodium. Tu as plus de potassium à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et donc, si le neurotransmetteur, quand il se lie au canal à potassium, ça l'ouvre, ça va faire sortir du potassium à l'intérieur de la fente synaptique et hors de la cellule. Ça va rendre l'intérieur encore plus négatif parce que tu perds des charges positives. Donc, dans ce cas-ci, tu vas passer de moins 70 millivolts à moins 90 millivolts. Et donc, tu vas inhiber un potentiel d'action dans ce neurone-là en utilisant un neurotransmetteur qui est inhibiteur. Et donc, les neurotransmetteurs inhibiteurs se lient à des canaux potassium tensiodépendants, tandis que les neurotransmetteurs qui sont excitateurs vont se lier à des canaux sodium tensiodépendants, parce que les deux ont des réactions ou des actions inverses sur le potentiel de ton neurone et de ta membrane. Comment est-ce que ce synapse-là sait quel neurotransmetteur relâcher? Je suis sûre que ça, c'est une question que vous allez vous poser à un certain point. Il ne sait pas quel relâcher. Chaque neurone et chaque synapse peut seulement relâcher un type de neurotransmetteur. Ça veut dire que le neurotransmetteur qui sont ici va toujours être les mêmes. Et donc, ils sont soit excitateurs, soit inhibiteurs. Donc, tu vas avoir des neurones en entier que dès qu'ils ont un potentiel d'action, eux, ils relâchent des neurotransmetteurs inhibiteurs. Donc, ce seraient des neurones inhibiteurs. Et tu peux avoir d'autres neurones qui, eux, quand il y a un potentiel d'action qui se propage à travers du neurone et qui doit transmettre le message à un autre neurone, eux vont relâcher des neurotransmetteurs qui sont excitateurs. Bien, ça va faire en sorte que ça va être des neurones excitateurs parce qu'ils vont permettre de déclencher un potentiel d'action dans un autre neurone. C'est-à-dire que les neurones, on en a de plein de types différents qui relâchent différents neurotransmetteurs, certains excitateurs et certains inhibiteurs. Donc, les neurotransmetteurs ont soit des effets excitateurs ou inhibiteurs. Maintenant, comme j'ai dit, s'ils sont excitateurs, ça va permettre l'ouverture de canaux ioniques et généralement, ça va être des canaux ioniques qui vont permettre le mouvement du sodium. Tandis que les neurotransmetteurs qui sont inhibiteurs vont ouvrir des canaux ioniques aussi, mais des canaux à potassium parce que ça va faire l'effet inverse sur le potentiel de la membrane. Un exemple d'un neurotransmetteur que je vais mentionner un petit peu plus tard, plus en détail, ça va être l'acétylcholine. L'acétylcholine a plusieurs rôles, incluant la contraction des muscles. Donc, si jamais un message nerveux se rend à un muscle pour déclencher sa contraction, la transmission du message de ton neurone jusqu'à ton muscle va relâcher de l'acétylcholine et c'est l'acétylcholine qui va faire en sorte que ta contraction musculaire va se produire. L'acétylcholine, c'est pas seulement impliqué dans les contractions musculaires, on va voir aussi que c'est impliqué dans d'autres processus de transmission d'informations dans des interneurones, un petit peu plus tard. Un autre neurotransmetteur assez important, ce serait la dopamine. La dopamine va avoir un rôle dans le contrôle des mouvements corporels et lié aux sensations de plaisir et de manger. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir trop de dopamine, parce que par exemple, ils prennent de la drogue, vont être des gens qui vont être super excités, qui vont avoir ils vont bouger de façon très spastique et qui vont se sentir super heureux. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de dopamine va généralement être plus léthargique et va être plus fatigué, peut-être un petit peu déprimé. La sérotonine, elle, c'est une hormone qui, elle, est responsable de la régulation de l'humeur et elle est reliée à la dépression quand elle est en quantité insuffisante. C'est-à-dire que généralement, la sérotonine, bien, elle aide avec les perceptions. Donc, généralement, tu te sens bien, tu te sens heureux quand tu as de la sérotonine. Si tu n'en as pas assez, tu te sens mal et déprimé. L'endorphine, c'est une hormone qui agit comme un analgésique. C'est-à-dire qu'elle est antidouleur, l'endorphine. C'est une hormone qui est relâchée quand on est blessé pour essayer de ne pas ressentir autant de douleur. Maintenant, ça dépend de quel type de douleur, naturellement,
Mais généralement, si tu te blesses, si tu te fais mal, ça va faire mal au début, mais éventuellement, la douleur va s'estomper, pas parce que la douleur n'est plus là, ou pas parce que la blessure n'est plus là, mais parce que tu la ressens moins. La raison de ça, c'est essayer de te protéger au niveau évolutif. Imagine que tu es un individu qui est un chasseur dans la savane et que tu tombes et tu te foules la cheville. Et que là, tout d'un coup, tu te lèves et que tu vois un lion. Naturellement, tu vas courir et il faut que la douleur ne t'empêche pas de courir. Donc, en plus d'avoir de l'adrénaline dans ce scénario-là, le fait d'avoir de la sérotonine va aussi faire que tu ne sentiras pas la douleur pendant que tu cours pour que tu puisses t'échapper de ton prédateur qui pourrait essayer de te manger. Donc, des endorphines, on en a et on en relâche quand on est blessé. Et l'objectif, c'est naturellement pour nous permettre de survivre et de nous protéger contre la douleur. Deux autres hormones qui sont importantes et qu'on va voir un petit peu plus tard sont l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, l'adrénaline et la noradrénaline, juste pour vous montrer la différence, ils sont des molécules qui sont structurellement très similaires. Il y a juste vraiment une variation au niveau d'un groupement fonctionnel. C'est pour ça que les récepteurs à adrénaline et à noradrénaline vont reconnaître les deux en même temps. Il n'y aura pas vraiment de particularité spéciale pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire qu'on peut interchanger un petit peu ces deux neurotransmetteurs et leur action dans le corps. L'adrénaline et la noradrénaline, comme vous le savez probablement, c'est relié à l'action de réagir par rapport à un danger ou une situation stressante. Ça va augmenter ta respiration, ça va augmenter ton rythme cardiaque, ça va te donner beaucoup d'énergie pour que tu puisses courir. On va expliquer comment ça fonctionne dans un prochain vidéo, mais c'est quand même un neurotransmetteur qui est important à connaître